Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez la bienvenue dans cette session. Juste pour un petit rappel de logistique, pour ceux qui sont en ligne avec nous, pour ceux qui sont présents ici, il y en a une interprétation. Pour ceux qui sont en ligne, donc, veuillez activer l'interprétation. Assurez-vous que votre nom soit inscrit donc sur son totalité. S'il vous plaît, fermez donc vos microphones, coupez le son. Et s'il y en a quelqu'un qui a besoin donc d'intervenir ou bien de discuter, donc qu'il lève la main donc ou bien qu'il écrit donc dans le chat. La session DS28 s'intitule donc Initiative de sciences citoyennes pour améliorer la connaissance des AMP et contribuer à l'acceptation et au respect par les parties prenantes. En fait, donc l'équipe de travail de cette session, c'est Yasser Ramzi Zghayr, c'est notre coordinateur. Modérateur Ahmed Ghdera, rapporteur c'est notre ami donc Ali Badreddin du Liban, qu'il est connecté et qu'on le salue. Aussi Magali avec nous comme support technique. Donc en fait, gérer une aire marine protégée de façon efficace et effective, en fait, c'est une tâche très difficile face à la diversité, que ce soit donc des indicateurs et des caractéristiques de l'aire marine protégée d'une part et d'autre part, face aux multiples pressions, que ce soit naturelles ou bien anthropiques, exercées sur cette aire marine protégée, que ce soit le changement climatique ou bien les activités de pêche ou autres. Donc pour cela, tout gestionnaire, il est donc forcé de faire des suivis. Les suivis, en réalité, ce ne sont pas des activités qu'on fait d'une façon irrégulière ou bien interrompue ou bien dans le cadre des projets qui ne sont pas durables. Donc, en fait, un suivi, c'est la collecte régulière et systématique des données environnementales, biologiques, socio-économiques, par des méthodes convenues et des normes standards qu'on appelle, nous, des protocoles. Les programmes de suivi peuvent être considérés comme des systèmes d'alerte précoce pour identifier la tendance, que ce soit de l'aire marine protégée, est-ce que ça progresse dans le sens positif ou bien dans le sens négatif, aussi d'alerter donc les gestionnaires et les décideurs. Donc, ces suivis-là, en fait, ils peuvent être très chers, ils peuvent coûter réellement très cher parce que ça engendre l'implication de ressources humaines, de matériel et tout ça. Donc, les populations locales, les utilisateurs, donc par exemple les pêcheurs ou bien les plongeurs, et les visiteurs réguliers d'une aire marine protégée, en fait, détiennent habituellement et peuvent accueillir des données de suivi importantes qui peuvent être mises en profit dans le cadre du suivi, si elles sont recueillies soigneusement. Et l'interprétation, elle se fait généralement par des scientifiques ou bien les gestionnaires eux-mêmes. Donc, c'est ici qu'on a remarqué ces derniers temps donc l'importance d'impliquer donc des bénévoles qui ne sont pas réellement scientifiques, mais eux, ils peuvent fournir des données pour les scientifiques et les gestionnaires pour qu'ils puissent les analyser. Parfaitement. On a remarqué que durant les dernières décennies, ces actions de Citizen Science ont beaucoup pris de l'ampleur. On a des actions un peu partout en Méditerranée et l'implication des
de ces approches de citizen science ou d'approches participatives aux citoyennes fournissent des données qui sont vraiment très importantes sur la présence ou absence d'espèces, sur des tendances, comme a dit mon collègue Ahmed Erdeva. Et en tant qu'association Notre Grand Bleu, on voit l'impact de cette sensibilisation des parties prenantes dans la conservation des tortues marines. Par exemple, cette photo, c'est une tortue marine qui a été rapportée par des pêcheurs à l'association suite aux actions de sensibilisation faites par l'association Notre Grand Bleu. Et d'une manière générale, maintenant, on a grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de pages Facebook, beaucoup d'initiatives. Je cite ici deux pages Facebook ou deux groupes Facebook. Le deuxième, c'est Tunisi, c'est un des groupes les plus actifs maintenant en Tunisie. On est à 23 000 membres actifs, on est à 60 publications par jour, à 13 000 membres en ligne par jour. C'est impressionnant. Et c'est un site où on vulgarise la science. On parle d'AMP, pourquoi il faut protéger, il faut expliquer, parce que beaucoup d'acteurs ne connaissent pas à quoi On sert. va parler de ce Voilà. groupe-là après. On va lui donner, sacrifier, Beaucoup on de- va lui consacrer un petit moment parce que vraiment, il a bien mouvementé donc, l'action environnementale en Tunisie. Exactement. Et d'une manière générale, pour les objectifs de cette roadmap, je te laisse la parole. Ah, pour les objectifs de cette session, en réalité, est de saisir les recommandations concrètes qui peuvent enrichir donc, la feuille de route d'après 2020 pour les AMP méditerranéennes. Donc, on va discuter les objectifs stratégiques 3 et 4. Donc, je peux les citer rapidement avant de passer donc, la parole à nos invités. Veiller à ce que les structures de gestion des AMP soient efficaces et bien coordonnées entre les gouvernements et les parties prenantes afin d'améliorer les connaissances et d'assurer une gestion appropriée aux AMP. Et le 4, c'est renforcer les capacités des gestionnaires, du personnel et des parties prenantes des AMP et communiquer sur les valeurs des AMP à un public externe plus large pour sensibiliser, pour les sensibiliser. Donc, pour nos invités, on a Sislimane Lemine du ministère des Affaires locales et l'environnement de la Tunisie. Il va nous parler de la gouvernance et la communication pour une gestion efficace et une bonne gestion des AMP. Et on a en ligne Madame Eva Turikia, c'est comme ça? Parfait. Eva Turikia de l'Université de Bologne. Elle va nous parler des index de médecins. Donc, on va commencer avec M. Slimane. Merci Yassine. Bonjour, buongiorno, good evening. Salam alaikum. Voilà. Une bonne nouvelle, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas technicien en biologie marine, je ne suis pas botaniste, je ne suis pas ornithologue, je suis sociologue de formation, journaliste de profession. Je suis malheureusement arrivé un peu tard. J'ai raté l'avion pour des causes de formalités sanitaires. Donc, un ami a bien voulu, était très gentil, il m'a accompagné. Le voilà. Qui connaît ça, sauf à l'exception des Tunisiens. Yassine, c'est Ahmed, c'est Ledi. Donc, merci d'être là. Et Coco, donc, il vous salue. C'est Labib, le sage, c'est la mascotte de l'environnement en Tunisie. Donc, il a fait beaucoup pendant près de 20 ans, 2 décades glorieuses avant 2011, mais malheureusement, il y a 10 ans, il est un peu considéré comme déchu, périmé,
à la retraite, on disait même, il faisait la communication, l'appel à la sensibilisation autour de l'environnement. On l'a appelé à nettoyer, à faire tout pour l'environnement. Et puis, on l'a critiqué dernièrement parce qu'il était dictateur. Donc, malheureusement, mais il est à mes côtés, il a voulu vous transmettre quelques messages. Donc, je ne vais pas prétendre vous dire beaucoup, juste, je vais mettre l'accent sur 2 ou 3 petits messages, quelques idées que je vais essayer de partager avec vous. J'ai fait beaucoup de communication, de journalisme à la télévision, à la radio, aux journaux, 15 ans au ministère de l'Environnement, dont le directeur général de l'Environnement est ici, là, et représente Madame la ministre. Et je suis coordinateur d'un réseau d'associations environnementales. J'ai des articles tous les dimanches donc, sur l'environnement dans un quotidien arabophone du coin, donc en Tunisie. Le prochain article dimanche prochain sera autour de ce congrès très important. Donc, le journalisme, et donc je suis intéressé au niveau académique à la gouvernance, à l'action associative. Les 3 recherches académiques que j'ai faites ont été emportées sur l'action associative environnementale en Tunisie. La thèse était sur la gouvernance locale et spécialement sur l'agenda 21 local. Donc, j'ai vérifié beaucoup d'idées autour de l'application, la concrétisation de ces concepts de développement durable local. J'ai des conclusions concernant cette thèse. Peut-être on y reviendra. Donc, il y a beaucoup d'idées que vous connaissez, des concepts, des définitions. Ici, bien sûr, à Teglains, donc juste la définition que vous connaissez tous de ces AMP. Donc, je vais essayer de passer vite. Yassine m'a donné juste 30 minutes ou 45 minutes. Donc, vous savez, donc, les missions, les rôles de ces aires marines, de ces fameuses aires marines protégées, donc au moins 5, j'ajouterai un 6e, la promotion de la qualité de vie, les conditions donc, socio-économiques des populations, des professionnels qui vivent de ces richesses, de ce capital écologique, si on pratique le modèle de gouvernance, donc l'équité. Je dis toujours, la gouvernance doit supposer une certaine justice dans la participation à la décision et à la conception et la mise en place des politiques publiques au niveau local, et aussi même la gouvernance écologique qui devait impliquer aussi les faunes et les flores. Heureusement, ici, il n'y a pas des poissons, des tortues, des méduses. Il y a quand même le renard ici, le bisonte, la faune, parce qu'ils doivent défendre leur cause. On essaie, les spécialistes, de les prendre en considération, ces espèces-là. Donc, ça pour le rôle. Ici, j'ai insisté à ces 2 ou 3 photos parce que ça date d'1 mois. On était en communicateur, plus de 10, au nord-ouest de la Tunisie, près du port de Tabarka, avec le VVF qui a organisé une session de formation pour les journalistes spécialisés en environnement. On a passé 5 jours extraordinaires au terrain. On est allé même à la supposée aire marine, donc auprès du port. On a rencontré les pêcheurs. Il était avec nous ici. Donc, c'est 2 réunions avec une photo de groupe. Donc, les parties prenantes étaient là, les professionnels, les techniciens, les experts, et surtout les journalistes et les ONG, les groupements agricoles, représentant surtout les pêcheurs. La gouvernance, il y a des dizaines, voire des centaines de définitions. J'ai dit, et j'insiste surtout sur l'aspect de l'implication des citoyens, des populations dans les processus de planification, d'aménagement, de prise de décision et de conception des politiques, essentiellement. Comment? Vous voyez, bien sûr, il faut assurer l'information, parce que l'information est une des conditions essentielles de la citoyenneté. Et donc, la communication, la participation constante, fréquente des populations, de leurs représentants, les ONG, les syndicats, les groupements, donc d'une manière transparente. Personnellement, je ne crois pas qu'il y a une bonne gouvernance. Il y a une gouvernance ou non. C'est ma humble conviction.
La gouvernance, je suppose, je crois qu'elle est concrétisée en quelque sorte par cette démarche de cogestion des aires marines protégées qui implique ces mesures donc, de compréhension de la situation, de traçage d'objectifs, de définition aussi d'actions à réaliser, donc les capitales, les ressources nécessaires, financières et humaines, aussi le suivi, le contrôle donc, de cette gestion effective. Donc, ce modèle ou ce mode de gestion en Tunisie, il date de quelques années, surtout le démarrage évident était au niveau des îles Curiates, des belles îles où il y a encore les tortues qui pondent, qui sont toujours là. J'ai eu la chance de la visiter 3 fois. On a ici le fondateur, le président, l'ex-président de l'association Notre Grand Bleu. Je n'ai pas essayé de reprendre cette grande success story de Notre Grand Bleu parce qu'il est là pour ne pas faire le compliment et l'éloge, mais c'est très beau. Je suis originaire de Djerba. Djerba a été à l'origine du premier agenda 21 local en Tunisie en 97. Ce n'est pas par hasard que je suis djerbien. Mais avec ça, j'aime beaucoup les îles Curiates et l'effort soutenu et extraordinaire fait par la société civile, Notre Grand Bleu essentiellement, avec le concours des autorités, et notamment la PAL et le ministère de l'Environnement. Donc, je ne vais pas toujours énumérer, juste à titre indicatif, 2 exemples de aires marines protégées, comme l'a bien signifié hier mon collègue Silhed Shpili, dans le mot officiel de notre ministre de l'Environnement, et aussi l'intervention hier de Mme Semia Bouffers. On a 4 à peu près aires marines protégées officialisées, mais il y a pas mal d'autres aires marines protégées en cours, en projet, dans les îles Kné. Donc les îles Kné, un peu au sud de la Tunisie, près de la capitale du sud, Sfax, le grand pôle d'industrie industrielle et malheureusement de pollution, mais de développement. Il y a une association qui est présente ici, dans ce forum, la continuité des générations, une femme. Les femmes sont très actives en Tunisie, dans la société et surtout dans les associations. Elle était, donc cette association, la semaine dernière, elle a organisé l'atelier de démarrage de ce projet qui est co-organisé avec les parties prenantes sous l'égide du ministère de l'Environnement. Il y a plusieurs partenaires locaux, nationaux, régionaux et internationaux. Le deuxième exemple, donc je passe vite, excusez-moi, vous aurez les présentations parce que j'ai que 25 minutes à ce que m'a dit ici. Donc le deuxième, c'est un peu au nord, pas au sud, c'est près de Tabarka. C'est un site très joli, une ville touristique, mais il y a la pêche, il y a cette donc, aire marine protégée lancée depuis 8 ans, 9 ans, 2012 à peu près. On a vu il y a un mois les pêcheurs qui étaient très chauds, très enthousiastes, très impliqués à collaborer. Ils étaient conscients, donc le message est transmis. Ils sont impliqués, voire ils ont arraché de nouveaux acquis parce qu'on leur a proposé de nouvelles activités alternatives quand ils ne pratiquent pas la pêche, quand il y a des difficultés de pêcher. Par exemple, le tourisme de pêche, pesca-tourisme. Donc, on a vérifié sur le tas avec les pêcheurs même cette concrétisation de ce processus d'implication. J'insiste sur la contextualisation. Ce sont des termes sociologiques. Je parle toujours de le traitement des populations et des citoyens en acteurs, pas en agents, les pêcheurs et tout ça. Ils doivent être considérés comme des participants à part entière dans les prises de décision. Donc aussi la contextualisation, comme l'a signalé, comme l'a dit plusieurs intervenants ce matin et hier, les aires marines protégées sont très différentes, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques et spécificités. Donc c'est pour cela qu'on doit procéder à des démarches qui prennent en considération ces contextes quant à la conception et le lancement des plans d'action.
Donc, en plus, la communication, c'est pour cela que je parle toujours de la communication plutôt sociale. J'ai fait signe tout à l'heure à l'information qui doit être toujours disponible aux populations, à la société locale et à ces groupes. Aussi, la communication doit être fluide et préparer le champ pour les différentes phases de lancement, de mise en place de ces projets. J'ai vérifié il y a 5 ans dans le démarrage d'un projet pas très loin de Tabarka, à Melloula, un projet avec l'UICN pour lancer un circuit écotouristique sous-marin. On a découvert que les pêcheurs étaient contre, ils ont protesté parce qu'ils n'étaient pas informés, ils avaient des préjugés, ils craignaient ce nouveau projet qui, dans leur perception, va menacer leur source de revenus. Nos amis de cette association, Ecomel, donc, ont dû faire des réunions pour revoir donc, le rôle de ces pêcheurs et les convaincre d'adhérer à ce projet-là. Avant de finir, juste pour rappeler, vous savez bien qu'on est à peu près à 5% de aires marines protégées effectivement en Méditerranée. On doit poser la question, pourquoi pas les 10 à peu près %? Donc, il y a des questions à poser, surtout pour moi au niveau de l'acteur humain et social. On doit revoir en quelque sorte cet aspect-là, ne pas se contenter dans nos zones de confort des données physiques et biologiques et décider, et parfois, enfin, peut-être on donne la chance, en quelque sorte, et d'une manière plus ou moins proportionnelle aux populations et aux parties prenantes dans les populations locales. Donc, juste en guise aussi de recommandation, je crois que les suggestions ou les propositions au niveau de 1.3 et 3.3 correspondent à notre démarche, et je crois qu'on est en mesure de proposer des formes pratiques pour promouvoir ces actions et mener à bien et garantir de fortes chances de réussite, surtout en misant sur la gouvernance, la vraie gouvernance de ces espaces, et aussi les populations, donc les concernés, riverains et tout ça, doivent figurer dans toutes les étapes de ces projets. Aussi, on doit essayer de multiplier les efforts vis-à-vis des communicateurs, les différents, peut-être lancer des réseaux de communicateurs amis des aires marines protégées, avec des contacts et des relations interactives continues pour peut-être envisager des projets d'action, de plans au profit de ces projets-là et en fonction des spécificités, des contextes spécifiques de chaque aire marine protégée. Je m'excuse pour être un peu lent et je crois bien que je n'ai pas ajouté beaucoup de choses. Merci pour votre patience. Merci, M. Slimane. On passe directement à Eva. Donc, Sure. Hi, Eva. Here I am. Okay, go ahead. Okay, good afternoon, everyone. Yes, sorry. And thank you to be here. I hope that next time I will join you. And today I would like to show you a way to conserve the marine environment by involving not just the scientists, but also the citizen scientists and the stakeholder, because following the Lamine starter, I am a marine ecologist, but first of all, I'm a scientist. I am a citizen.
And okay, as you know, the most important role of citizen science are educational ones, and the increase of awareness for the environmental conservation. However, there are some skepticals among not just scientists, but also stakeholders about the reliability of the data collected by citizen scientists. And moreover, most of the time, the data collected by them are used for a specific and local purpose, but they are largely unexploited for ecosystem-based management and regional studies. And so I would like to show you one example of, I can say, a sustainable way to monitoring the marine environment by the ReefCheck Mediterranean Sea protocol. The ReefCheck Mediterranean Sea is an international project that aims at divers, that means scuba divers, free divers, but also snorkelers, volunteers who wish to know and may know the Mediterranean marine environment, and most of all contribute to its conservation. And the ReefCheck Med developed a protocol for the underwater coast environmental monitoring by selecting 33 key taxa that are easily recognized by citizen volunteers, but most of all because for their ecological importance, because some of these taxa are habitat-forming species, some are threatened by human exploitation, or are sensitive to divers and or pollution. They are sensitive to habitat loss or to global climate change. And the protocol is taught by trainers, and you can have in 1 or 2 days, but most of all, the volunteers that want to apply this protocol, they listen the lesson, but also they apply the protocol with the trainers, and they have to do also an exam to check if they have learned how to apply this protocol. And right now, we have collected data since 2001, and right now we have more than 50,000 observations across the Mediterranean Sea. The protocol born in Italy, so we have most of the data across the Italian coastline, but now we are spreading it across also the other country that facing the Mediterranean Sea. And we have also translate the manual, the textbook for apply the protocol in different languages, so we can spread better the protocol. And we believe in the FAIR principle for data sharing. Indeed, the data are not ours, but the data are for the community, because are citizens that collect the data. So we believe that we need to share them, and they are available, for example, in OBIS dataset or in IMONET, and also in our website. Okay. How we can use this data? We can use the data to monitoring the protected species in the marine protected areas. For example, I will show you the Portofino MPA, where we assess how the number of the protected species in the monitoring area, or for how many minutes they were searched by our volunteers. Sorry.
Also, we can use the data to monitoring the geographical distribution of habitat-forming corals. For example, here we can see the geographical distribution of Nicella cavolini, singularis, or the Paramuricia clavata. So we can see if the geographical distribution change over time or if it remains stable. No, I cannot do it. Okay. And the topic, the core topic of this presentation is these indices that we have developed called MedSense. And in particular, it's based on the sensitivity assessment of 25 taxa that were selected among the ones of the ReefCheck protocol. And the sensitivity assessment is based on physical, chemical, and biological disturbance listed in the Marine Strategy Framework Directive in the Annex 3. And the higher the average sensitivity of the assemblages, the lower is the extent of the disturbance. And these indices can help to assess the environmental quality and to identify threatened areas and likely disturbance. So, for example, here we assess the environmental quality in 3 Italy MPAs, Portofino, Tavolara, and Tremiti Island MPA. And you can see that the overall disturbance are, for example, really low in Sardinia, where the sensitivity assessment is very high. This high and very high. This means that the assemblages are the sensitivity of the assemblage is very high. That means that there are a lot of species sensitive, and they are abundant in the area. And we can also provide the mean sensitivity to the assemblages according to the physical, chemical, and biological disturbance in a defined space and time. So we can identify which is the main disturbance in that area. For example, we can see that in some monitoring area, there is a low sensitivity caused, for example, to chemical or biological disturbance in the Portofino MPA. And these indices can be easily calculated by everyone, because you just need the layer of your MPA. You need the data that you can freely download from EMONNET or OBIS or our dataset, our website. And there is a free and user-friendly plugin on QGIS that is a geographical software and you can calculate the environmental quality of your MPA just pressing some buttons. And also it could be useful to calculate the environmental quality for a specific time frames. Obviously, you need the data because there are some rules to apply this index. But for example, at Tavolara Island, we measure the sensitivity of the assemblage before and after the mass mortality event that occurred in 2008. And you can easily see that the sensitivity dropped down after the mortality event. So the data collected by the volunteers, we can say that they were reliable because we can test it, but they altogether can show how the environmental quality of the area that you are interested to assess. And in this way, we can say that we, not just scientists, managers, but also with the citizen science, we can collaborate all together
to assess the environmental quality of the marine protected areas. We need to have a standardized protocol, open access and freeware software, and an index that can help to assess the environmental quality. For the recommendation, I embrace the strategic objectives 3, and in particular, recommendations 3.3 and 3.4, where the first one, the promote and implement initiative to strengthen MPA and stakeholder engagement, to improve knowledge via citizen science and facilitate the bottom-up management. Because when the citizens are involved and engaged in collecting data and protecting the MPA, they are willing also to embrace that the managers need to do in to manage the MPA. They embrace it in a more positive way. And the recommendation 3.4 that harmonize all the Mediterranean initiative related to standardization of social ecological monitoring methods and management effective assessment. As I told you, the MedSense is based on the sensitivity and the disturbance that are listed in the Marine Framework Directive. This index doesn't want to be a substitute to professional indices, but to replace them, but to support them in the environmental assessment. And I would like to thank you, all of you, to be here, and Professor Serrano, Ponti, and Rossi for developing the ReefCheck protocol, and all the trainer and volunteers who help us in this action. Thank you, Eva. Thank you for this excellent presentation. Merci, Monsieur Slimane, pour cette présentation. Donc, notre exercice maintenant, c'est de contribuer à cette roadmap à travers les points qui sont, quelles sont les actions pour promouvoir les activités de Citizen Science. Donc, comment impliquer ces initiatives et encourager les citoyens à être vraiment des actionnaires et des partenaires dans la gestion et dans les actions de gestion dans les aires marines protégées. Et ceci passe par la sensibilisation et par la capacity building, donc tout ce qui est renforcement des capacités. Donc, on doit fournir à ces volontaires des guides et des moyens pour simplifier et démystifier ces aires marines protégées, parce que on nous reproche toujours de parler un langage trop scientifique, voilà, d'être trop scientifique et demander beaucoup de choses que les citoyens, parfois, c'est très difficile pour qu'ils adhèrent complètement à ces activités. Donc, si nous ouvrons le débat sur l'implication des parties prenantes et l'utilisation de l'action citoyenne pour à la fois promouvoir l'aire marine protégée et pour la protection et la conservation et le suivi de l'aire marine protégée. Donc, on voit ici parmi nous dans la salle pas mal de gestionnaires qui ont donc une très grande expérience. Y a-t-il des intervenants? Sinon, je vais moi-même. C'est Abdelmoula, c'est Lady. S'il vous plaît, présentez-vous. Okay, Abdelmoula Hamza, Minister of Environment in Libya. I would prefer to speak in English. Sorry for the Francophonie people. Two questions. One question to the latest speaker from Italy. How is this ReefCheck is similar to the American version of ReefCheck? I know that ReefCheck is a non-governmental organization in America, and
I was in Malaysia for 7 years, and they have a very active branch in Malaysia doing a reef check. Some of my students are working there now. So yeah, how similar the protocol, and how we can obtain copies of the translated protocol in English or hopefully in Arabic in future. Thank you. Okay, thank you for the question. Okay, we are a partner of Reef Check Foundation, and yeah, we also organize a course in the tropical, but the different in the protocol, as you know, in the tropical one, you have a transit and you have a different task. Here, it is based on visual census. So just by sighting and you record the abundance, the depth distribution, because in our experience involve citizens in doing reef check with transit. Okay, Italian people mainly, when we decided to do this kind of protocol, was really difficult. But with the visual census, it's like a treasure search. So they are searching for the species that they like and where they are more comfortable to identify. So it's okay, it's funny and it's easier to apply than the reef check protocol for the tropic environment. And yeah, about the translation in Arabic, okay, if you like to help us in this way, you are really welcome, because we are an NGO. So, but if you wanna, I can give you our contact, and we can arrange something for sure. Right now we have in Spanish and in English, or obviously in Italian, but Thank you. welcome. I'll be in contact for the English version. Sure. Merci beaucoup, Hedi Chbili, directeur général de l'environnement et de la qualité de vie, ministère de l'Environnement Tunisie. Juste, je veux attirer l'attention sur le savoir-faire local. Ce n'est pas exactement la science citoyenne, mais c'est ce qu'on a pu apprendre à travers nos pères, nos grands-pères, sur comment est-ce qu'ils faisaient pour protéger les écosystèmes et pour mettre en valeur leurs produits. À mon sens, ça nécessite d'être pris en charge et on a beaucoup d'expériences très importantes dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, Sledi. Merci. Donc, je suis Camille Devici, je travaille à l'association Monégasque pour la protection de la nature, qui est gestionnaire des 2 réserves marines à Monaco. Donc, je vais m'exprimer aussi en français, excusez-moi. Par rapport à la roadmap et par rapport aux autres collègues qui sont dans la salle, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais il est vrai qu'ici, dans notre région, il y a un gros envie de participation à la science citoyenne. Par exemple, on est dans une région à la Côte d'Azur où il y a énormément de clubs de plongée et loisirs. Donc, on fait facilement appel à eux pour faire ces actions de citoyenneté. Pendant leur cursus de formation plongeur loisirs, ils ont des formations sur la biologie marine. Et en tant qu'aire marine protégée ou même association qui défend la protection de l'environnement, on peut offrir l'occasion de participer et utiliser leurs compétences. Mais ça dépend aussi à quel point on aurait besoin des citoyens. Ça peut aller très bien du plongeur pour aider les aires marines protégées à aller sur site, sous l'eau, ou bien même les personnes de tous les jours qu'on peut rencontrer pour aller nettoyer tout simplement les réserves marines. Donc ça, on peut le faire facilement avec des enfants, des associations locaux. Nous, par exemple, on peut le faire avec la Croix-Rouge monégasque, avec les jeunes de la Principauté, ou même avec les hôtels qui sont en bordure des aires marines protégées. On va faire un appel en disant on va faire une petite séance de nettoyage avant et après la période d'été. Il y a eu les restaurants, les plagistes ou les coups de mer pendant l'hiver. On va nettoyer un peu ça avant que la saison arrive
où se termine. Il y a plein de façons, de différentes manières, cela dépend de vos objectifs. Et il y a différents réseaux, bien sûr, pour pouvoir en discuter. On a la chance aussi d'avoir un réseau d'associations qui promulguent les sciences participatives et qui sont demandeurs de cela. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à certaines questions de comment on peut mettre en place, même si je pense que partout ailleurs, c'est déjà bien ancré la partie sciences citoyennes. Donc, est-ce que pour l'implication des parties prenantes, donc vous utilisez des guides ou bien des protocoles bien déterminés avec les plongeurs ou bien. Pardon, merci. Donc, si j'ai bien compris, on a des protocoles particuliers comme celui de population de poissons qui peuvent donner une idée sur, par exemple, là, on peut le faire sur les animaux protégés, mais adjacents, donc ça donne une idée sur l'état écologique des sites de plongée en regardant les peuplements de poissons. Il y a aussi le suivi du coralligène qui existe. Il y a le suivi des macrodéchets, de la grande nacre, qui est un des plus gros sujets, on peut dire aussi, à cette époque, pour voir s'il en reste encore des potentiellement vivantes. Tout ça, c'est des protocoles qui ont été travaillés en amont par des scientifiques, qui ont été adaptés pour des citoyens, pour qu'ils le comprennent, avec le vocabulaire qu'il faut, mais aussi les techniques qu'il faut. Et après, tout ça, c'est renvoyé aux scientifiques, qui après, du coup, vont réadapter à leur discours, à leur étude. Mais il y a vraiment différents niveaux du protocole particulier qui demande des compétences de biologie marine et de plongée pour le faire, à juste, on vient de commencer de plonger, à du palmasque tuba pour des adultes, voire des enfants, à je ne veux pas mettre un pied sous l'eau, donc je vais juste aider à recenser les déchets qu'il y a dans l'aire marine protégée ou dans le littoral. Donc, ça va du protocole scientifique à juste j'amalgame, je récupère des données et après, on voit ce que peuvent faire les décideurs avec. Okay. Hello, I'm Emanuele Coppola from Gruppo Foca Monaca, Italy. And I'm sorry I came late to this session, unfortunately. So maybe I would say something that is obvious. I see a great potential on this activity. Actually, I don't know if the lady there is aware, but we already had a kind of collaboration in this field. And the only thing, I mean, I don't think there is any limit. I mean, that it's not necessary to have this activity limited to the marine protected areas. It can be applied everywhere. And it is really, really a great potential. And we will obviously collaborate as much as possible. We are organizing training courses for students. And recently we had one student who wanted to extend this activity also to their action. And of course, I'm very pleased and will be more and more in the future. Good luck. Yeah. I'm Melina Marco from the Department of Fisheries and Marine Research in Cyprus. I would like, I have one question and one recommendation. For the networking, what we have done, because we have an area where there is a lot of scuba diving, we reached PADI, Professional Association of Diving Instructors. In PADI, they have the Project Aware program and several other licenses that the scuba divers get. So through the regional director of PADI, he came to Cyprus and we had a meeting with the diving schools in Cyprus to promote citizen science. We didn't want them to feel afraid to provide any data that they could. So what we did, it was about reefs and Posidonia monitoring. So we installed 1 by 1 meter square rectangles, and then we provide them with the route, the diving route. So we asked them to just take pictures. So through time, and then we had an application that they could upload the pictures or they could send it to us directly.
So they could just upload their pictures. And then in the rectangle, we had the code of the rectangle. So you can see exactly how it changes through time. And then seasonal variation as well, the algae and the Posidonia and all that. So that was one thing that we have done. So networking with scuba diving through even PADI or other organizations. And my question was actually to ask you, Eva, in regards to the participation of the citizens, how long have these been running and how much is the participation? Is it increasing? Is it decreasing? Do they still feel engaged? And what you have done through the years to actually keep them engaged into this? Wow. Okay, this is one of the most difficult tasks for sure. As a reef check, we started to collect data since 2001. So it's more than 20 years, and this is pretty good. We grow over time by make some events and by try to involve the marine protected areas, first of all, let them know our protocol and organizing courses. We saw that some citizens are really active also along the years, but some of them we lost during the years, because at the beginning they were really enthusiastic, they send in data, but over time we know this decreasing in participation. So what we have changed right now is try to communicate more what we are doing by social network, so Twitter, Facebook, Instagram, and by improving our websites and really let them know that the data that they are providing are useful, and they are not disappearing somewhere for someone or just to collecting data, but we are using them for conservation, and that their contribution is really important. And they like that. We saw that they like this kind of communication, and we didn't embrace any kind of scuba diving school, so we can teach to PADI, to SSI, to FIAS, to NASA, or whatsoever didactics, because we don't embrace one of them, because it's for everyone. And also we try to spread the word also across the Mediterranean. For example, I was in Albania last summer, and we organized a course for the Karaburunsa Dam National Park for the guide that were there. So I think, yeah, the way is to communicate to them and to show them that they are useful, and yeah, over time try to show them all the things that we are doing, because yeah, that's it. So Eva, we have a challenge. For the next summer, we have to translate this protocol in Arabic, and we will organize the first training in Tunisia, in Kiryat Island. So to train the divers there and to have the first. We are ready. And I'm not joking, it's really serious. So, Donc, y a-t-il une intervention de l'Algérie, par exemple? Merci Yassine, merci Ahmed. C'est Mouloud de l'Algérie. Donc, je suis biologiste marin et que je travaille principalement sur la conservation du milieu marin et les aires marines protégées.
J'ai souvent l'habitude d'utiliser les sciences participatives comme support pour implémenter des protocoles. Et je voudrais attirer l'attention des gestionnaires d'aires protégées que cette tâche nécessite des investissements et que le gestionnaire ne peut pas compter ne rien faire et penser qu'il va avoir des données, des matrices bien faites, tout est nickel. Donc, il faudrait investir dans les personnes et investir dans une large population et ensuite faire des tris, sélectionner les personnes qui vont intervenir surtout sur des questions pointilleuses. Par exemple, si on doit évaluer des niveaux de mortalité d'une gorgone, ça nécessite de l'apprentissage, ça nécessite de l'accompagnement. Si on doit maintenant identifier la présence-absence de Cholera cylindricea, ça c'est plus facile. On connaît, on donne des planches, les gens vont voir si elle existe, ils cochent. Donc, tout dépend du niveau de précision qu'on cherche. L'investissement sera autant plus important quand on va dans la précision. Mais chose à ne pas oublier que le gestionnaire doit intégrer pleinement dans son plan de gestion un aspect des renforcements de capacité au profit des sciences participatives pour qu'ils puissent déployer et identifier et mettre en œuvre tous ces besoins avec des bénévoles, des sentinelles qui sont déjà impliqués mais qui devraient aiguiser leur observation, leur façon de faire. Et c'est de son investissement dépendront les résultats qu'il pourra obtenir. Donc, ça, c'est une chose très importante à prendre en considération dans les recommandations. Merci, Mouloud. Hello, I'm Elisabeth Riera. So I'm a postdoc researcher at the Université Côte d'Azur at the laboratory ECOSIS. And so, of course, it's really important to collect data by citizen science because I know that we can gather a lot of information, but I think that we have to invest also a lot of time with education, like in the future generation, because I think that by trying to involve the schools, we can maybe raise future protectors for the environment. So it's beyond the MPAs, but for instance, in our laboratory, we are doing something with the Banquet of Posidonia. So you just have to go on the beach and to show to the student, to the kids, how the Posidonia is important for the erosion of the coast, what type of little ecosystem you can find inside, and explain all the role of this habitat. And so, yeah, I think that's because I don't think that there's a work package for that into the forum. And so I guess that it goes into the citizen science, involving the kids for the future, because they will build the future, basically. So I think that they are stakeholders, actually, the kids and the school. Sorry, I just want to, je veux juste compléter ce que dit ma collègue, c'est qu'en plus, vous avez enfin, j'en ai déjà discuté avec des personnes d'ici, il existe un outil qui s'appelle l'aire marine éducative. Je pense qu'il y en a certains qui savent, qui a été créé aux îles Marquises, qui a été importé dans plusieurs pays. Donc, il y a déjà cet outil qu'utilisent des gestionnaires ou pas du tout. Il y a des associations qui l'utilisent aussi. Donc, c'est un très bel outil pour engager une classe par an ou plus d'une école pour les enfants pour gérer leur propre aire. Mais après, dans les plans de gestion, par exemple le nôtre, il est prévu une intervention, enfin plutôt 3 à 4 interventions par an dans plusieurs classes pour éduquer sur les aires marines, d'accord, et tout ce qui est écosystème qu'on peut retrouver à côté de chez eux lorsqu'ils vont se balader. Donc oui, je rejoins tout à fait ce que dit mademoiselle Elisabeth. Oui, nous avons une intervention en ligne de Katia Abad, qui nous dit tout d'abord qu'elle est tout à fait d'accord avec Mouloud Benabdi. On fait souvent face à un manque de moyens, mais elle a une question aussi.
comment assurer l'implication permanente des citoyens et des plongeurs? La même question de... Elle vient de répondre. Elle a dit qu'il faut investir beaucoup de temps dans les formations, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un atout très puissant qu'on peut utiliser pour motiver les gens. Et troisièmement, c'est ces données qui sont données par les plongeurs et tout ça, ils doivent revenir sous forme de données scientifiques, de cartes, pour montrer qu'ils ont fait un geste qui a de l'impact réel sur la conservation de la conservation. Yacine, puisqu'on a un peu de temps et apparemment il n'y en a pas d'autres interventions, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience que tu as menée toi-même donc, l'année dernière lors de Covid, de confinement? Donc, apparemment, tu as eu le temps de créer le plus grand groupe environnemental en Tunisie. Et c'est un groupe Facebook qui aide vraiment les gestionnaires, donc apparemment les bénéfices de la Covid. Donc, durant la période Covid, donc on était tous emprisonnés chez nous. Moi, j'ai créé un groupe Facebook où j'ai mis tous mes amis, les associations tunisiennes, tous les acteurs de la mer, pêcheurs, plongeurs, scientifiques, gestionnaires et administration, ensemble dans un groupe Facebook où on partageait toutes les informations qu'on avait, des photos sous-marines, des informations, des rapports qu'on faisait, mais qu'on n'avait pas le temps pour les présenter d'une façon facile, avec de l'arabe littéraire tunisien, d'une façon très pédagogique aux gens. Et ça a pris. On est 23 000 membres dans ce groupe, au moins d'une année. On est à 13 000 membres actifs par jour, 60 publications par jour. C'est beaucoup de travail aussi, c'est pour ça qu'on est 14 personnes à le gérer, qui sont vraiment un travail très grand. Et on commence à recevoir des informations très importantes. Par exemple, dans la nidification des tortues marines, à l'exception des zones des aires marines protégées où on a des équipes de surveillance, surtout le littoral tunisien, à chaque fois qu'on a un nouveau cas de ponte, c'est les citizen science et ces amateurs qui font des photos et qu'on voit. C'est pour ça qu'on a développé, on a fait des messages. Comment faire lorsque tu vois une tortue marine en train de pondre? Il ne faut pas la distribuer, il faut contacter les scientifiques. Envoyez-nous l'information et on va mettre en contact avec les associations et avec les experts. On a fait on a eu beaucoup d'informations sur l'échouage des tortues marines, parce qu'on a en Tunisie un réseau d'échouage, mais c'est très difficile de se déplacer pour récupérer les tortues marines. Mais avec le Citizen Science, on peut facilement récupérer des photos. On fait énormément de communication sur les herbiers de Posidonie. On est tous convaincus de l'importance des herbiers, mais c'est très difficile de faire comprendre aux gens que c'est un écosystème très important qu'il faut protéger. Concernant les espèces exotiques, c'est très difficile de les retrouver, mais si on fait de la citizen science, c'est beaucoup très facile de récupérer des photos. Et ça marche très bien. C'est pour ça que je pense qu'on doit investir beaucoup de temps pour le citizen science. C'est l'objectif de 30% de la Méditerranée en aire marine protégée. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et je ne pense pas avec les moyens actuels et avec les effectifs actuellement qu'on pourrait atteindre ces objectifs. Donc, on a besoin de l'implication de tout le monde. Et je pense que le Citizen Science est un des leviers qui va nous permettre aussi d'impliquer le maximum de personnes et d'aider à la conservation de cette Méditerranée. And just to add that this group, Tunsi, is having many other non-Tunisian members as well, benefiting from the sharing of information. And I invite you to clap for Yassine and his group for this. Because it was something exceptional that started in Tunisia, but actually lots of members now from Algeria, from Libya, from Morocco, Egypt. And even if they are not active as much as Tunisian members, but they are benefiting a lot from the sharing of information and instilling this culture of citizen science in the region. So thank you again, Yassine, for the initiative. If I would add something final for Eva,
Just going back to the tropics, in Malaysia, some of our students in UMT have developed a partnership with the tourists who are coming to dive in Perhentian Island in Terengganu to identify actually individual sea turtles. So they're asking the tourist divers, if you have seen a turtle while you are diving, please take a photo of the side of the face of the turtle. And then they put that in a database. And by time, I think after 1 year, they have been able to identify individual level of turtles that inhabiting that area at that season. So they can be assured that they reached the point where they give names for different turtles and so on, because turtles are individually having a face prints on their face, so that it's easily to identify. And it was a good activity with the tourists, because the tourists came to Malaysia before. They know that turtles are nesting there, and we have to protect them and so on. But now they are feeling that part of a citizen science data collection activity. A final thought, I wish one day the Reef Check Mediterranean will be like eBird. That's my other face as an ornithologist. eBird now is taking over citizen science movement across the globe. And in the last 5 years, lots of scientific papers have been produced using, of course, we cannot compare a passionate ornithologist with the citizen, because they have more skills for identification of species and so on. But that also proves that citizen science can be a reliable source of data that can be accepted in reputable scientific journals as well. So I wish you all the best, Citizen Science Mediterranean, everybody. Thank you. Thanks, Magali. Okay. Yes, we have a comment from Samir Bashush, who says, I think innovation is an asset to improve and share information. The creation of a platform for the sharing of training tool projects is a good support for properly involving participatory science. Donc, peut-être que je récapitule un petit peu, mais je crois que nous avons rebondi entre l'implication des parties prenantes et le renforcement de capacité. Donc, Chbil, il a parlé du savoir-faire local, de la culture de protection qui existait donc, dans les éducations qu'on a eues depuis notre enfance. Camille, elle a parlé de l'implication des parties prenantes telles que les clubs de plongée, l'appel donc à des bénévoles. Aussi, elle a parlé des protocoles, donc les protocoles qui doivent être mis par des spécialistes, par des scientifiques selon le besoin, mais vulgarisés selon la capacité des bénévoles qui vont sélectionner donc les données. Emmanuel, il a parlé de l'organisation des formations et ça rentre dans la gamme de renforcement de capacité des bénévoles. Et aussi, c'est un cercle pour les impliquer de plus en plus. Peut-être que c'est la façon de les laisser donc intégrer dans l'action. Mélina, elle nous a parlé donc aussi de l'implication des plongeurs et elle a parlé comment elle a donné une très bonne question, comment gérer à la fois le nombre des bénévoles et comment gérer le flux d'informations. Donc, la réponse elle a été de la part de Eva, c'est la même chose, donc le renforcement de capacité, communiquer plus sur les réseaux sociaux. Et elle a donné vraiment une très bonne remarque, c'est communiquer avec les bénévoles les résultats des recherches qui sont basées sur les données déjà récoltées par eux-mêmes. Donc, ça peut donner donc une autre repousse pour travailler.
Donc, Mouloud, il a parlé de les différents protocoles et les différents donc, niveaux d'implication de sciences citoyennes et la nécessité d'investissement, investir dans des personnes, dans l'apprentissage, l'accompagnement et tout ça. Donc, c'est Elisabeth, elle a parlé donc comment impliquer les écoles et dès le début, donc l'implication des petits et ces petits-là, on va donc on va les trouver donc qui peuvent travailler pour l'aire marine protégée en grandissant. Et aussi, elle a parlé de la vulgarisation de l'information jusqu'au niveau même, même primaire et de fait que des écoliers passent un bout de temps et des quelques activités sur l'aire marine protégée, ça va donc réellement former un lien entre l'aire marine protégée et ce citoyen-là. Donc, finalement, Samia, elle a parlé donc de l'innovation et la création d'une plateforme qui peut réunir donc que ce soit des données, ou bien les bénévoles des différents. Je sens qu'il y en a quelque chose manquante, non, Yassine? Il y a beaucoup de choses qui manquent. Non, non, c'est un Donc, bon exercice. Je pense que c'est mais aussi peut-être important. l'indicateur, il y en a, c'est qui réellement fait la synthèse des indicateurs ou bien qui met en place la nécessité de suivre Ces indicateurs. l'indicateur. Est-ce que ce sont les bénévoles ou bien les gestionnaires ou bien les scientifiques ou bien les scientifiques et les Je gestionnaires? pense que pour chaque aire marine protégée, on doit faire des indicateurs et suivre est-ce que ces objectifs sont atteints ou pas. Merci beaucoup. Au fait, je ne suis pas du tout spécialiste et c'est la première fois que je participe avec vous dans une activité aussi importante en termes de réflexion et si je peux dire, إبداع بالعربي, je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est plus que l'innovation, c'est quelque chose qu'on fait avec amour et je ne sais pas. Bon, l'important, c'est que si je vais faire allusion à ce que disait mon ami Slimane Ben Youssef en termes de gouvernance, on peut appeler à tout ce qui est charte citoyenne, c'est-à-dire au niveau de chaque site ou aire marine protégée, comment peut-on élaborer une charte citoyenne autour duquel il y aura un consensus de tous et de toutes pour comment protéger, comment agir, comment se comporter, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'une transformation des comportements, des modes de gestion, des modes de production. Et si je vais faire une petite allusion sur quelque chose aussi que je considère très, très important, c'est que si on peut parler de produits de terroir, chaque site ou bien chaque aire marine protégée peut être spécifique compte tenu de ce qu'elle englobe, de ce qu'elle fournit. Et ça peut constituer en soi quelque chose qui renforce notre intérêt à tous pour aller devant dans la protection. Et merci. Je m'excuse si j'ai fait de... si je sors de la question. Merci, Silhadi. Si vous permettez que je rebondisse sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et pour développer très rapidement deux aspects, il y a l'aspect technologique qu'il faudrait prendre en considération pour renforcer la participation des sciences participatives. Aujourd'hui, toute personne dispose d'un smartphone et ça constitue un outil extraordinaire
déjà pour recueillir l'information, mais également pour encadrer ces personnes qui sont sur le terrain. Parfois, ça peut se faire en temps réel. Le deuxième aspect, c'est toute réserve qui voudrait vraiment investir dans les sciences participatives doit impérativement passer par une première étape qui est l'identification physique des acteurs, les acteurs locaux qui travaillent autour de la réserve, dans la réserve ou qui sont des habitants de la réserve, pour qu'ils puissent par la suite cibler leur renforcement de capacité et surtout développer des systèmes de gratification ou de labellisation, si j'ose dire. C'est trop gros pour le contexte, mais je dirais un système de gratification où on fera peut-être chaque semaine, chaque mois, chaque jour, le participant du jour ou le participant de la semaine, et où on reviendra sur ces scores, sinon sur la base de données de la réserve, mettre des scores pour les gens. Celui-là, il a intervenu 50 fois, l'autre 100 fois. Et je voudrais revenir à ce que fait Tunisia dans ce point précisément. Presque chaque semaine, chaque 10 jours, ils font descendre en ligne des chiffres, des valeurs, la personne qui a le plus intervenu dans cette semaine, et ça constitue quelque chose de très gratifiant pour les gens et ça booste la participation. Donc, aux gestionnaires de ne pas oublier et de mettre l'accent sur cet aspect-là. Merci. J'ai oublié apparemment de faire de réagir en tant qu'association parce que j'ai pas même me présenter, j'ai pas fait une présentation ni moi ni Yassine. Donc à la fin de la session, je me rappelle là que je suis président de l'association Notre Grand Bleu. Donc en fait, on fait des activités avec les enfants des pêcheurs, par exemple dans les régions où il y en a une concentration. Et on sait très bien que cette région-là, historiquement, dans la ville, il y en a donc beaucoup de pêcheurs. Donc, dans les écoles, on fait un aménagement, on les implique sur le site lui-même pour le suivi de nidification et d'émergence et d'éclosion des bébés tortues, de telle sorte que donc, elle va être une sensibilisation inverse de l'enfant aux parents, et lui-même, il va un jour prendre le bateau de son père et il va lui-même exercer donc la pêche. Aussi, les pêcheurs eux-mêmes, donc ceux qui nous ramènent, qui nous ramènent donc des tortues blessées, on les fait donc comme ça, c'est lui qui baptise la tortue, et généralement au nom de l'un de ses enfants. Et là, ça donne aussi des liens. Et juste pour information, hier, par exemple, on a réussi à remettre donc, ou bien les pêcheurs, ils nous ont remis déjà 39 tortues blessées dans l'association. Que ce soit donc, si elle est gravement blessée, elle doit être ramenée au centre de soins de tortues marines, ou bien sinon, elle va prendre donc quelques soins primaires et lâcher au cours d'activités aussi de sensibilisation du lien. Peut-être que Siled et Meloud, il parle de labellisation de quelques espèces ou bien de quelques produits, de quelques espèces ou bien de produits qui appartenaient à l'aire marine protégée, d'après ce que j'ai compris. Donc, This is your activity. donc I had another thought about fishermen and also diver that could be good witnesses for invasive species, because they can check it in their nets or when they are diving. And so I think it's really important also to include that in the citizen science, because there are
coming more and more. So we have to open our eyes for invasive species. Yeah, regarding this point, I know it's very, for the scientific, it's very important to publish the first record of the species. But after that, my name is Yassine Amzisraïa. I'm from SPARAC. Donc, les scientifiques sont très intéressés de publier la première introduction de l'espèce, mais après, la distribution ou la répartition ou l'invasion n'est pas toujours pris en compte. Et c'est à travers le Citizen Science, les plongeurs, les pêcheurs et tout ça qu'on recueille énormément d'informations qui sont vraiment très importantes. C'est un outil, je pense qu'on n'a pas... avec les 30% d'objectifs d'aires marines protégées, surtout pour nos pays aux rives sud de la Méditerranée, c'est un outil qu'on doit utiliser au max parce qu'on a de la population qui est jeune, qui est active. Par exemple, pour la Tunisie, c'est presque 2000 km sur la côte. Et on a souvent des pêcheurs qui sont connectés, tout le monde est connecté sur Facebook, on passe énormément de temps et je pense que c'est un outil incroyable. On l'utilise et l'association Notre Grand Bleu l'utilise parfaitement, surtout pour faire comprendre c'est quoi une aire marine protégée, pourquoi on fait ce travail, parce que c'est très difficile de passer des informations. Comme sur les banquettes de Posidonie, moi je me bats toujours sur les herbiers de Posidonie pour faire comprendre, même aux autorités parfois, que ce n'est pas des déchets. Ce n'est pas parce qu'il y a du plastique que c'est des déchets. C'est un écosystème très important. Et en Tunisie, on a plus que 40% des plages très fragiles à l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion marine. Si on enlève les banquettes de Posidonie parce qu'on a de l'activité touristique, parce qu'on a des hôtels, et après, on va le regretter. Donc, à travers ce Citizen Science et ces activités qu'on fait, c'est un outil très important et il faut le valoriser. Et changer les mentalités. Et je pense que c'est très important aussi pour le MEDPAN et le KRSP de penser il y a énormément d'initiatives de Citizen Science. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quelles sont les limites de la Citizen Science? Comment intégrer ces concepts de Citizen Science dans la conservation et la gestion des aires marines protégées? Je pense que c'est un créneau porteur. Eva, je pense, une expérience de 20 ans, c'est très intéressant pour une initiative comme Tunsi qui vient juste d'avoir une année. On est vraiment dans une dynamique positive actuellement, mais on doit se rénover, trouver des sources de motivation pour les gens pour que cette motivation ne se lasse pas après quelques mois ou quelques années. Donc, je pense que c'est très important et c'est dupliquer ces expériences un peu partout dans d'autres pays méditerranéens. Peut-être justement d'essayer de partager l'ensemble des protocoles déjà existants qui sont standardisés et qui sont acceptés, qui ont fait leurs preuves, comme le MedSense ou comme le protocole FAST, par exemple. Il y a beaucoup de protocoles qui sont déjà existants et qui pourraient, par exemple, je ne sais pas, sur le site du MEDPAN, être partagés pour l'ensemble des réseaux des aires marines protégées de Méditerranée, de façon à ce que ce soit facilement... Donc, je me permets de faire passer une petite vidéo de 4 minutes et compléter votre discussion. Donc, si les protocoles sont validés et testés, je pense, au nord de la Méditerranée, c'est très facile de le traduire en arabe ou en albanais et de l'utiliser ailleurs. Je pense que d'avoir des protocoles standards, c'est quelque chose de très intéressant pour pouvoir comparer les données. Donc, voilà, c'est une tortue, par exemple, qui a été capturée accidentellement par un pêcheur et c'est lui qui nous a contactés. Ouais. Là, pour le suivi aussi de tortues marines, vraiment, on a une équipe qui est composée de trois personnes salariées et au moins 30 personnes qui font la patrouille bénévolement tous les jours sur un trajet plus que 8 km, donc jusqu'à le lever du soleil. Concernant les tortues marines, il faut rappeler qu'avant 2017, avant la création de cette unité de cogestion et l'implication des volontaires, on avait chaque année 700 bébés tortues.
observés. Et maintenant, on est passé à 2100. Donc, c'est multiplié par 3. De 2913 apparemment. Voilà. Donc, c'est pour montrer que cet effort des volontaires, ça paye aussi en termes de conservation, d'observation. Et C'est l'adaptation de protocoles avec le nombre de bénévoles selon le besoin de scientifiques. Donc, c'est un engin de pêche vraiment catastrophique. Là aussi, ce sont les filets fantômes. Et c'est qui les plongeurs? Yassine, donc j'ai failli faire une remontée rapide. « 25. C'est illégal normalement et dans une zone où voilà un potentiel vraiment énorme. C'est comme si on fait du plongée dans un aquarium. Ok. C'est très difficile. Non, Yassine, tu as failli me tuer ce jour-là. Donc, vous voyez, on implique toujours les pêcheurs avec nous. On a nos bateaux. On peut réaliser toute l'activité d'une façon autonome, mais on essaye d'impliquer les pêcheurs avec leurs bateaux, avec leurs fils qui font la plongée. Donc, même on a fait la plus grande campagne d'éradication du rat noir sur une île donc, en Méditerranée. On a impliqué que ce soit ceux qui travaillent avec les bateliers touristiques ou bien les pêcheurs de la région pour cette campagne d'éradication. Là, ce sont les formations parce que, comme vous voyez, il y en a beaucoup de bénévoles aussi. On a besoin de ces bénévoles-là pour faire donc, le balisage. Normalement, c'est Yassine Miloud qui assure cette formation-là pour les étudiants bénévoles. Le comptage. Donc, et là, c'est le sentier sous-marin. Donc, éducation innovative. Voilà. Ouais. Il y a un commentaire intéressant, mais qui relance bon. le débat. Non, le rapporteur, c'est Ali Badreddine en ligne. Il a déjà fait son travail. On le remercie, Ali. Merci beaucoup, Ali. Et, merci beaucoup, Eva. Thank you, Eva. Merci, Sislim. Thank you for you all to be here and see you soon. In Korean Island, why not? Ah,